3, 2, 1, action. Bonjour Monsieur Moukouna, merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview pour le Cercle des volontaires. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Oui, bonjour. Mon parcours donc, professionnel journalistique, ça fait plus ou moins 15 ans que je suis journaliste. J'ai d'abord commencé dans les médias traditionnels, on va dire. Donc j'en ai fait 8 au total sur une durée d'une douzaine d'années. Puis j'ai un peu travaillé dans la communication, essentiellement politique mais aussi sociale. Et puis je suis maintenant, je dirais, journaliste indépendant, enseignant. Je tente d'écrire quand j'ai le temps. Voilà, donc c'est plus ou moins 15 ans de journalisme et de communication. Essentiellement à Bruxelles, mais aussi à l'international de temps en temps, avec un gros travail autour de Paris et de l'affaire de Dieudonné, ses perspectives et ses conséquences. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision du journalisme? Est-ce que selon vous, les journalistes en général peuvent atteindre une certaine objectivité ou est-ce que c'est un leurre? C'est un leurre. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, plus ou moins, bon, quand tu es jeune journaliste à 26 ans, en gros, tu sais très bien que tu dois la fermer, donc bon, voilà, tu fais ce qu'on te dit. Mais bon, voilà, on n'en pense pas moins. Et donc, en l'occurrence, moi, depuis la fin de mes études à l'Université libre de Bruxelles, bon, j'ai toujours estimé, en accord justement avec certains profs, que le journalisme objectif, ça n'existe pas. Voilà, c'est un métier essentiellement humain, essentiellement de terrain. Chaque journaliste a une histoire, une sensibilité, va retenir des choses et en oublier d'autres. Voilà, il y a une forme de sélection déjà inconsciente qui se fait. Il y a des sujets qui nous intéressent et d'autres moins. Et puis il y a un cadre. Alors ça, bon, c'est ce qui fait surtout débat. C'est-à-dire, normalement, on est censé tout couvrir et boycotter personne. Très vite dans la pratique, on voit que c'est pas comme ça. Très vite, il y a des gens qu'il faut absolument interviewer et d'autres qu'il faut jamais interviewer, etc., pour des raisons bien précises et en général surtout politiques et de pression. Alors voilà, le journalisme objectif, ça n'existe pas, c'est un leurre. Je suis moi parfois attristé que des confrères et des consoeurs continuent d'essayer d'entretenir ce mythe, alors que plus personne n'y croit. Je veux dire, il suffit de, voilà, même sur Internet, etc., plus personne n'y croit à ce genre de choses, et c'est logique. Tout ce que le journalisme doit absolument assurer, s'il veut avoir ce qualificatif digne de ce nom, c'est l'exactitude factuelle. Il y a un camion qui passe devant vous, vous dites qu'il y a un camion qui passe, vous ne dites pas que c'est une voiture ou que c'est un coupé sport. Voilà, donc l'exactitude factuelle et l'honnêteté intellectuelle. Donc c'est à partir du moment où on peut aller dans une erreur, enfin, dans une analyse erronée, et puis voir qu'on s'est trompé avec des faits, avec d'autres éléments d'information, eh ben on le dit, on revient en arrière. Malheureusement, le fonctionnement dans les médias traditionnels, c'est on peut même faire de la désinformation, diffuser des trucs faux, et puis le lendemain, on dit tout à fait le contraire sans rien dire. Comment voulez-vous être pris au sérieux? Voilà, bon, moi, je suis une des personnes, enfin, contrairement à ce que certains pensent, mais je suis une des personnes qui est le plus attristée de l'évolution, en tout cas en francophonie, dans les pays francophones, du journalisme professionnel. Il y a plein de bons journalistes, pas spécialement connus, qui passent pas spécialement à la télé ou sur Internet, mais qui font du boulot extraordinaire. Et soit ils sont censurés, soit finalement leur truc passe pas. Et voilà, à cause de cette manière de fonctionner qui est de plus en plus sur le buzz, sur des... Voilà, je vais juste prendre un exemple de la situation française. Vous avez la totalité des médias français qui appartiennent à des groupes industriels et d'armement. S'il s'agit de faire un dossier sur Dassault, voilà, ça va être problématique. Et d'ailleurs, on ne le fera pas. Voilà, un vrai dossier. Donc, voilà. Là, pour le moment, par exemple, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est que, apparemment, en tout cas, à un moment donné, ça va sortir. Et on va voir si c'est faux ou vrai. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore enquêté. Mais par exemple, en France, Manuel Valls aurait un compte en Suisse.
Bon, ben voilà, on entend quelque chose, il y a un sujet. Après l'affaire bon, du ministre dont... Ouais, merci, dont vous allez me rappeler le nom, Cahuzac, merci. La moindre des choses, ce serait de foncer là-dessus et d'enquêter. Bon, alors peut-être que ça se fait, mais bon, voilà, maintenant ça fait... Le journalisme, c'est aussi la rapidité, hein, donc il ne faut pas attendre 15 jours pour enquêter sur des choses qui s'imposent. Voilà. Et sur Internet, l'information alternative n'a pas les moyens, je dirais, financiers, voilà, de payer des gens à enquêter au long cours, etc. Voilà, mais pour répondre à votre question, oui, le journalisme n'est pas objectif, et autant en prendre son parti. Ça ne veut pas dire qu'il faut tromper les gens ou ne pas les respecter. Moi je suis d'avis qu'il vaut mieux dire voilà, d'où on parle. Moi, tous ceux qui ont lu mes papiers, etc., savent très bien d'où je parle. Je ne suis pas un journaliste monarchiste de droite, négrophobe, etc. Non, voilà, c'est assez évident. Et en même temps, je n'essaie pas d'embrigader les gens dans ce que je pense ou mes convictions. Les gens se font leur idée par eux-mêmes, c'est ça normalement le journalisme. Le journalisme, c'est vous démontrer, vous amener des faits et vous argumentez votre analyse, les gens se font leur opinion. Donc on va passer maintenant au sujet de l'affaire Trullemans. Donc pour resituer en gros, Monsieur Trullemans c'est un présentateur météo sur la chaîne RTL, donc la chaîne belge RTL TVI, qui a eu des propos islamophobes sur sa page Facebook et qui a depuis été viré de la chaîne. Donc est-ce que vous pouvez nous dire premièrement ce que vous pensez de ces propos qu'il a tenus? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez de la sanction qui a suivi? Est-ce que c'est pas justement une atteinte aussi à la liberté d'expression que vous défendez dans le cas par exemple d'un Dieudonné? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc j'ai écrit un long édito là-dessus dans Femmes de chambre, auquel voilà, je renvoie vos internautes, femmesdechambre.be, vous tapez dans la rubrique édito, vous le lirez. Maintenant, en condensé, ce que j'en pense, c'est que oui, on peut dire, si on veut, qu'il y a un problème de liberté d'expression qui se pose et une sanction peut-être un peu trop forte en ce qui concerne Trullemans, mais moi je dirais simplement que quand ça se passe dans le sens inverse, donc c'est-à-dire voilà, des Belges d'origine maghrébine ou africaine qui tiennent des propos voilà, désobligeants ou voire racistes à l'égard de non-musulmans, etc., voilà, la sanction elle est directe, hein, c'est la prison, c'est voilà, l'arrestation, on perd son boulot voilà, en moins d'un an, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Donc de ce point de vue-là, je dirais que Trullemans a vécu ce que les citoyens de seconde zone de cette ville vivent à Bruxelles. Alors maintenant sur le fond, voilà, moi j'ai toujours été sur le fait que le racisme existera toujours, l'expression raciste, l'islamophobie également, la négrophobie également, le sexisme également. Ça devient problématique à partir du moment où c'est structurel, à partir du moment où ça s'institue dans un cadre justement institutionnel. Et c'est exactement l'affaire Trullemans. À partir du moment où son espèce de texte complètement idiot et débile, appelant les musulmans à rentrer chez eux, je sais pas quoi, bon, à partir du moment où ce texte arrive dans le débat public et est pris dans les médias, et c'est normal parce que quelque part on s'y attend pas, donc pourquoi ça a fait un peu de ramdam? Parce que d'une part, l'islamophobie est au zénith. Ça c'est un truc qu'on n'a jamais... Bon, il y a encore des gens, je sais pas, comme Caroline Fourest, comme BHL, comme d'autres, mais ici aussi en Belgique, hein, comme Guy Archer par exemple, pour dire oui, l'islamophobie, qu'est-ce que c'est bizarre, non, c'est un concept iranien, ça ne va pas, non. Je veux dire, l'islamophobie aujourd'hui c'est une réalité, c'est-à-dire que quand on est musulman dans ce pays, on est suspect, discriminé, et effectivement, dès que vous vous exprimez de manière critique, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue social, directement les ennuis arrivent et vous êtes diabolisé. Je veux dire, les exemples sont longs comme le bras. Voilà, moi j'ai fréquenté, j'ai interviewé des gens musulmans pacifiques mais qui ont un discours critique dans la société dans laquelle ils vivent et un discours légitime. Je veux dire, quand on est né dans ce pays, il faut nous expliquer en quoi il y a des citoyennetés de seconde zone. Il y a des gens qui peuvent s'exprimer et être très critiques et être islamophobes, je dirais au sens sincère du terme, c'est-à-dire avoir vraiment peur de l'islam sans être raciste. Mais la réalité islamophobe européenne en général et belge en particulier, c'est que 85% ou 90% des islamophobes sont des gens simplement racistes anti-arabes.
Parce qu'ils ne vont jamais vous parler des Indonésiens, ils ne vont jamais vous parler des ex-Yougoslaves. Ils vous parlent des Marocains. Les Marocains de Bruxelles, on ne sait plus s'entendre avec eux. Vous vous rendez compte, ils veulent changer des trucs à la cantine, c'est dégueulasse. Mais ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça fait depuis le 11 septembre, depuis les attentats du 11 septembre, ça fait voilà, plus de 12 ans que ça dure. Et ça dure avec des conséquences socio-professionnelles. Parce qu'on pourrait en rire, à la limite. Moi, j'ai aussi le sens de l'ironie. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences socio-professionnelles très sérieuses sur la vie de milliers de personnes. Et en l'occurrence, si on défend le vivre ensemble, comme voilà, beaucoup de non-musulmans, de belgo-belges pour aller vite, le disent, il faut commencer par laisser s'exprimer ces personnes. Donc s'exprimer ces personnes d'un point de vue critique. Parce que évidemment, pour inviter le musulman qui va tenir le discours paternaliste blanc, pour aller vite, ça, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, au sortir de l'affaire Trulmans, dans les médias traditionnels, il n'y avait que ça. Je veux dire, à quelques exceptions près, à la RTBF, il y avait le débat où bon, il y avait une nouvelle association musulmane que moi je ne connais pas très bien. Mais voilà, ces gens sont sélectionnés dans leur, entre guillemets, incapacité à être vraiment critiques sur la manière dont il y a un racisme institutionnel qui est enraciné dans ce pays. On vit dans un pays qui n'a pas fait son aggiornamento en ce qui concerne voilà, son histoire coloniale, déjà pour commencer. En ce qui concerne, effectivement, pourquoi aujourd'hui, je veux dire, la majorité des enfants, enfin en tout cas une bonne partie des enfants plutôt de Bruxelles, seront d'origine étrangère ou d'origine musulmane, enfin ou de confession musulmane, pardon. Bon, c'est des choses à expliquer plutôt que de commencer à faire des tartines incroyables parce que effectivement il y a 3 burkas qui se promènent à Molenbeek. Ça va, voilà. Moi, je m'excuse, mais je suis un peu énervé sur le côté où voilà, il n'y a rien de nouveau dans l'affaire Trulmans. Voilà, c'est un résultat attendu, clair, que moi j'ai dénoncé sans arrêt et que d'autres ont dénoncé sur le fait que voilà, il y a 2 facteurs. À la fois une espèce d'abrutissement général où bon, on en est à ouvrir un livre, ça devient voilà, ça devient un effort physique insupportable. Ça c'est un. Et 2, quand tous les jours vous entendez que musulman égale terroriste, plus ou moins, voilà, voilà. Mais en gros c'est ça. Il ne faut pas s'étonner qu'un inculte politique comme Trulmans commence à sortir voilà, des textes pareils sur son profil Facebook parce qu'il se serait fait agresser, parce que voilà, je veux dire, des délinquants, des agresseurs, il y en a partout. Moi, son histoire, je ne veux même pas le savoir parce que de toute façon, ça ne justifie rien. Mais vous avez des gens, enfin voilà, vous avez tous ceux qui ont voilà, participé à ce comité de soutien noyauté par l'extrême droite là, à Trulmans, en fait, sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont vécu voilà, un mauvais rapport ou quelque chose qui s'est mal passé, ou même de la délinquance avec des Belges d'origine maghrébine ou des étrangers. Mais d'accord, mais à un moment donné, enfin je veux dire, moi-même j'ai aussi eu des problèmes. Et est-ce que ça me permet de justifier ou d'être dans une espèce de généralisation raciste et crétine? Je pense que voilà, il y a un vrai débat de ce point de vue-là. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai écrit cet édito. Et je trouve qu'il y a un côté où on n'a toujours pas pris la mesure. Voilà, maintenant, on attend la prochaine affaire Trulmans. Il va y en avoir d'autres. On a des institutions qui voilà, sont quand même rapides à se mobiliser sur d'autres formes de racisme, mais sur celle-là, toujours en train de se dire ça va s'arranger tout seul. Le Centre pour l'égalité des chances parlait d'un droit à l'émotion. Je veux dire, quand il y a des gens qui sont accusés de racisme anti-juif, j'ai jamais entendu parler de droit à l'émotion. Je veux dire, voilà, mais bon, c'est Édouard Delruel. Et ça, enfin bon voilà, maintenant il a quitté le centre, à la limite je dirais peut-être tant mieux. Mais bon voilà, voilà, cette personne n'a jamais été pertinente pour lutter contre le racisme. Il y a un traitement différencié en fonction effectivement que vous êtes intégriste islamiste ou que vous êtes simplement voilà, islamophobe, bien bon teint, bien vu. Je veux dire, je suis désolé, j'ai une liste longue comme le bras d'islamophobes bourgeois, bien sympathiques et bien blancs surtout. Voilà, eux, ils ont l'intelligence de ne pas faire ce que Trulmans fait, c'est-à-dire ça se passe en comité restreint, ça se passe dans les petits couloirs feutrés, ça se passe entre soi. Voilà, mais non, cette affaire a simplement montré que le racisme en Belgique, contrairement à ce que malheureusement beaucoup de gens ont envie de penser, on est dans un pays de cocagne, les gens s'entendent bien, du moment qu'on discute ça va, etc. etc. Mais non, la première montée de racisme dans ce pays, elle est intra-francophone flamand.
Voilà, depuis la crise institutionnelle de ce pays. Donc. Et évidemment, en période de crise, voilà, le racisme à l'égard de la vraie différence visible, donc physique, et culturelle et religieuse, ben voilà, elle est malheureusement au zénith. Et malheureusement, voilà. Bon, je voudrais peut-être terminer sur le fait qu'il y a, on pourrait dire, voilà, pour contredire un peu ce que je dis, que la sanction de RTL TVI est arrivée vite. Mais ils ont raison, parce que Trullemans, c'est pas le seul. Je veux dire, voilà, tous ceux qui connaissent un peu le journalisme savent très bien qu'au sein même des médias, des Trullemans, il y en a plein. Il n'y en a pas 3, il y en a plein. Alors, je pense que Philippe Delusine d'RTL a réagi sur 2 facteurs. C'est d'une part, il ne faut pas salir l'image d'RTL, parce que quelque part, tous ceux qui résistent à l'islamophobie, et que d'ailleurs je vais saluer ici, et qui se battent vraiment contre le racisme et toutes les formes de racisme, sont arrivés d'une manière, enfin avec effort et courage, sont arrivés à plus ou moins voilà, installés comme une évidence, et grâce au rapport aussi sur le degré d'islamophobie belge, sont arrivés à plus ou moins installer le fait que, bon, voilà, oui, c'est un racisme réel et ça devient grave. Bon, quelqu'un comme Delusine, à un moment donné, a dû en tenir compte. Mais il y a aussi le fait qu'il s'est retrouvé face à, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas agi comme il faut agir dans ce genre de situation. C'est-à-dire, il fait son petit caca islamophobe, et puis, ah non, excusez-moi, je me suis trompé, pardon, j'ai oublié, non, c'était ma cousine qui a posté ce truc, voilà, enfin, voilà, il invente une excuse et c'est terminé. Et d'ailleurs, il a même dit, voilà, il a dit, s'il n'aurait pas insisté, si Trullemans n'avait pas insisté, bon ben voilà, il était réintégré au bout de 3 jours, il a le droit à son coup de sang islamophobe et raciste, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Mais voilà, mais le problème c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Le problème c'est que voilà, Trullemans est aussi quelqu'un, je veux dire, voilà, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est vrai que parce qu'il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance, mais je veux dire, c'était un naïf d'un point de vue politique et d'un point de vue stratégique. Là, d'abord, visiblement, il ne sait pas c'est quoi l'impact de Facebook. Je veux dire, la moitié des Belges sont sur Facebook, c'est un média à part entière. Ce que vous écrivez là, bon, et le gars qui travaille depuis, je sais pas, 20 ans dans une télé, il ne sait pas ça. Enfin, bon, on va s'arrêter là. En tout cas, voilà, le gars est un naïf. Le gars prend comme avocat. Ça, j'en suis pas revenu non plus. Donc Modric Amen, qui est quand même la nouvelle figure de proue de l'extrême droite, bon teint, en cravate. Ultra-sioniste, voilà, défendant l'apartheid, etc. C'est pour essayer de convaincre les gens que vous n'êtes pas raciste, c'est un peu compliqué, non? Voilà, bon. Donc, je crois que j'ai dit l'essentiel sur cette affaire. Malheureusement, c'est pas la dernière. Voilà, je trouve qu'on fait trop peu de progrès sérieux par rapport à un recul pour moi, ce qui constitue le premier des racismes dans ce pays, c'est effectivement, en termes d'importance et de partage, c'est effectivement le racisme islamophobe, comme on dit, mais en fait anti-arabe, quoi, le vieux racisme anti-arabe bien connu. Bon, vous êtes surtout connu pour avoir travaillé sur l'affaire Dieudonné. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez du rapprochement entre Dieudonné et Alain Soral? Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que ces 2 personnages se sont rapprochés? Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah, d'abord je veux quand même un tout petit peu corriger. Je veux dire, effectivement, j'ai fait 2 livres et un documentaire voilà, autour de Dieudonné, ce qui a beaucoup fait parler, parce que voilà, l'humoriste est très polémique, etc. Mais je veux dire, en tout cas, moi, dans ma ville et dans mon pays, et y compris dans ma profession, je veux dire, voilà, j'étais connu avant, voilà, j'étais dans 8 médias différents, j'ai fait plein d'autres choses. Je veux dire, voilà, même en France, je veux dire, voilà, enfin, voilà, bon, donc, moi je veux dire, je ne suis pas réductible à Dieudonné. Enfin, en tout cas, j'aime le dire, parce que quand je vois même encore des pages Wikipédia essentiellement connues pour son travail, voilà. Mais soit, on sait d'où ça vient, Wikipédia. Et donc, le rapprochement Soral-Dieudonné.
En fait, c'est simple. Bon, Soral a pris la défense de Dieudonné à partir du moment où il a commencé à être diabolisé dans les médias pour son sketch antisioniste sur France 3 dans une émission d'un Marc-Olivier Fogiel qui n'existe plus aujourd'hui. Mais bon, voilà. Et voilà, ils se sont rapprochés à ce moment-là. Au départ, ils étaient même plutôt on va dire en froid ou en mauvais termes. Mais en tout cas, Alain Soral l'avait un peu égratigné dans un de ses livres. Et puis après, voilà, ils se sont de plus en plus fréquentés, trouvé les points communs et effacer les disbrouilles. Et c'est vrai qu'il y a des points communs dans une certaine dénonciation sociologique ou de fonctionnement du système. Pour le reste, moi je ne trouve pas personnellement de mon analyse qu'il y a d'abord, si dans la dénonciation il y a des points communs, dans l'alternative, ou en tout cas la proposition, il n'y en a pas du tout. Et donc voilà, et donc moi ce que j'en pense simplement c'est que Dieudonné n'a pas besoin d'Alain Soral. Je veux dire, à part des jeunes de 25 ans qui n'ont pas envie de lire, je ne vois pas qui a besoin d'Alain Soral, quelque part. Et parce que bon, voilà, je lui ai écrit une lettre ouverte et qui circule sur Internet. Voilà, c'est pas un secret, je veux dire, on est en opposition claire. Tout simplement parce que, pour moi, Alain Soral fait du néofascisme à prétention commerciale. Contrairement à ce que beaucoup pensent, moi j'estime que c'est justement un facteur premier de division des gens qui sont à la recherche ou qui ont vraiment envie d'une alternative politique au système actuel, avec lequel, bon, voilà, qui est à bout de souffle et avec lequel on a bien compris que ça ne pouvait plus fonctionner comme ça. Voilà, moi je trouve que ce qu'Alain Soral propose, d'ailleurs d'un point de vue simplement sociopolitique, il ne propose rien à part les vieilles recettes mussoliniennes et donc ce néofascisme en question. Donc c'est pas intéressant. Il est bon, voilà, je ne vais pas répéter les qualificatifs que vous trouverez dans ma lettre ouverte. Moi je trouve que, pour répondre à votre question, Dieudonné perd son temps avec cette personne qui, d'une manière, a pu être intéressante à un moment donné quand ils ont fait cette initiative très courageuse et d'un point de vue du débat public et politique très intéressant qui était la liste antisioniste aux élections européennes en 2009. Là, Alain Soral, qui s'était fait jeter par le FN comme un malpropre, s'est dit bon, bah, je vais essayer de m'accrocher au quart Dieudonné, ce qu'il fait depuis toujours d'ailleurs. Et donc, voilà, depuis qu'il n'est plus dans les médias, parce qu'il faut quand même savoir que cet aventurier en question, je veux dire, jusqu'à 50 ans, la politique, il en avait strictement rien à foutre. Voilà, je veux dire, ça l'intéressait beaucoup plus de faire le dragueur, de baiser les gonzesses et d'avoir sa tête à l'écran en télé que de s'occuper d'analyse sociopolitique, etc. Après, comme c'est un type intelligent, il faut le reconnaître, il a commencé à lire, il a commencé à se former, c'est un autodidacte, et un autodidacte plutôt brillant, avec un sens de la tchatche et de l'interpellation qui est assez efficace. Efficace aussi parce qu'on ne peut pas l'interrompre. Donc c'est hors de question. C'est un autoritaire, voilà, très imbu de sa personne et mégalomane et nombriliste. Et donc si vous l'interrompez, et si vous l'interrompez avec, je dirais, des arguments critiques pertinents, bon, il commence à vous aboyer dessus comme un néofasciste, je suis désolé. Voilà. Et je sais que ça embête pas mal de monde, etc. Parce que, soi-disant, l'option, c'est... Enfin voilà, si Dieudonné continue à bien s'entendre avec cette personne, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je vais terminer par cette analyse-là. Pour moi, Soral, et j'ai pris le temps de l'analyse. Je veux dire, Soral, moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2004. On est en 2013, et ma lettre ouverte, je l'ai sortie en 2011. Donc faut pas me dire que, je sais pas, je croise Soral au bout d'un coin, ou je suis jaloux de Soral, tout ça. Tout ça, ce sont des conneries de gens qui ne s'informent pas. Moi, j'ai pris le temps de l'analyse, j'ai pris le temps de regarder. Ce type est un mégalomane nombriliste voilà, qui cherche à faire fructifier sa petite PME, donc petite et moyenne entreprise, avec brio. Avec brio, à mon avis, ils vendent bien et tout ça, c'est bien. Mais d'un point de vue, je dirais, de passer la critique. Donc, c'est-à-dire, c'est bien l'analyse. Je veux dire, voilà. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde se dit dissident, et lui, ce serait le roi des dissidents français. Heureusement qu'il est là, parce que sinon... Enfin, bon, non,
je veux dire, tout le monde a une faculté enfin, tout le monde peut avoir une faculté d'autocritique, enfin, d'autocritique non, plutôt de critique du fonctionnement du système. Mais après, il faut être un minimum dans la proposition. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas dans la proposition parce que je n'ai pas la prétention d'être un leader d'opinion politique. Simplement, je ne cache pas, en tant que journaliste, d'où je parle. Donc voilà. Oui, je suis intéressé par la subversion. D'ailleurs, tout mon travail, il suffit de regarder mon travail pour voir que ça m'intéresse. Je suis intéressé par la liberté d'expression. Je suis un de ses défenseurs. Voilà. Alain Soral, pour moi, doit pouvoir s'exprimer. Et je veux dire, jamais je vais participer d'une manière ou d'une autre à ce qu'on l'empêche de s'exprimer. Comme lui, il m'a accusé de ça, hein, le pauvre, s'il ne peut pas venir débattre à Bruxelles, c'est parce qu'Olivier Moukouna, avec Jean Bricmont et Michel Collomb, dans des caves, sans doute avec des francs-maçons, etc., font tout pour qu'il ne puisse pas venir débattre. Non, il ne peut pas venir débattre ici parce qu'effectivement, d'abord, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment bien, pour commencer, y compris dans le public belge d'origine maghrébine et marocaine. Voilà, les situations sociales sont différentes, très différentes entre Bruxelles et Paris. S'il a réussi à enfumer pas mal de Français maghrébins avec ces conneries de patriotes, en fait, de tirailleurs sénégalais, ici ça marche pas. Voilà, donc ça c'est voilà. Et donc déjà de ce point de vue-là, ça va être compliqué. Ensuite, oui, les temps sont durs. Les gens se radicalisent. Et c'est vrai que, Alain, si tu vois cette vidéo, ta sécurité n'est effectivement pas assurée ici. Donc, en tout cas, bon, voilà. Ici, on ne t'aime pas. Ça, c'est clair. Et donc, voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est Dieudonné fait ce qu'il veut avec Alain Soral. On a eu cette discussion. On n'est pas d'accord. Voilà. Je veux dire, quelles que soient les fréquentations, les degrés d'estime, d'amitié, etc. Voilà, il y a toujours des désaccords dans la vie. Moi, je trouve que pour l'instant, entre guillemets, étant donné la difficulté de passer à quelque chose d'un peu sérieux, d'un point de vue politique, je dis, de la secte soralienne et de son gourou, ça va. Je veux dire, quelque part, c'est pas très grave. Moi, je trouve que pour Dieudonné, qui s'est aliéné une partie des gens et avec ce compagnonnage complètement grotesque, parce que bon, en plus Soral est négrophobe. Je veux dire, c'est un type qui, je veux dire, pour me répondre aux critiques que je faisais sur et sa démarche et son analyse, ce gars m'a traité de bonobo belge et de vilain gorille, à la solde de Bricmont et de Collomb. Bon, ça a bien fait marrer Jean et peut-être Michel, quoique je sais pas si Michel Collomb se marre souvent, mais enfin soit. En tout cas, ça les a bien fait marrer. Je veux dire, moi je demande la permission de personne pour m'exprimer comme je m'exprime avec vous, ou pour écrire ce que j'ai envie d'écrire. Voilà, donc, je veux dire, je comprends pas, moi, ce que Dieudonné espère avec quelqu'un qui finalement participe du système en défendant une hiérarchisation raciale. En fait, la hiérarchisation raciale aujourd'hui, ou le racisme institutionnel aujourd'hui pour Alain Soral, ne va pas. C'est-à-dire que donc, dans sa grille de lecture, il y a le juif tout au-dessus, le juif blanc tout au-dessus, et le gaulois blanc non-juif en dessous. Et il faudrait changer ça. Par contre, les arabes, les noirs, etc., vous restez en bas et vous continuez à nous servir. Voilà. En gros, pour essayer d'être clair et de parler simplement vis-à-vis des gens, malheureusement, qui suivent ce gourou, voilà, moi c'est mon avis, je l'ai écrit, il n'y a aucun secret. Le fait que Dieudonné ne soit pas de mon avis, ben c'est son droit, c'est très bien. Et moi je vois simplement que le seul moment où, entre guillemets, Alain Soral aurait pu être utile ou en tout cas transformer l'essai de sa critique sociologique qui est en partie juste, hein, attention, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a des moments de vérité, sinon il ne serait pas suivi. C'est comme tous les grands escrocs, je veux dire, ils prennent des vérités, ils les manipulent bien, et donc à ce moment-là, vous vous dites, oui, ben, il est intéressant. Et moi-même, avant de le connaître, je disais, ah tiens, il dit des trucs, il a l'air intéressant. Bon, voilà, il suffit de creuser un peu, d'avoir un cerveau en état de marche d'un point de vue critique pour très vite, et surtout le fréquenter.
y a beaucoup de gens qui suivent Alain Soral et qui l'ont jamais vu aboyer et traiter les gens comme de la merde parce qu'ils ont l'audace de s'exprimer de façon un peu critique ou de lui poser des questions dérangeantes. Voilà. Et puis bon, voilà. Il y a une chose qui nous sépare totalement, c'est que moi, je veux dire, c'est pas non plus un secret, je suis anticolonialiste. Raison pour laquelle l'antisionisme m'intéresse, raison pour laquelle, voilà. Et je veux dire, allez interroger Alain Soral sur le colonialisme. Lui, je veux dire, même dans ses livres, il disait, voilà, pour les pauvres Algériens, heureusement que, enfin voilà, il faudrait qu'on y retourne parce que franchement, ils savent rien foutre de leur pays. En gros, c'est ça. Voilà. Et alors ici, voilà, il faut pas aller plus loin. Je veux dire, il y a pas grand-chose qui me rapproche d'Alain Soral, sinon une critique partielle du fonctionnement du système et de son hypocrisie médiatique et politique. Voilà, mais bon, voilà, maintenant, je veux dire, Internet, de ce point de vue-là, a libéré les choses. Hein. Il y a un côté où, voilà, celui qui s'intéresse à ce genre de choses n'est pas obligé de se taper le gourou dans son canapé rouge pendant 1 heure. Il y a moyen de faire autre chose. Voilà. Et ouais, ils sont tous cherchés. Voilà. Et donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins répondu à cette question. Voilà. J'étais un peu long peut-être là-dessus, mais c'est parce qu'il y a un côté où, bon voilà, finalement, on ne m'interroge que là-dessus pratiquement. Et donc voilà, je suis content d'avoir enfin pu plus ou moins sortir un truc un peu sérieux, parce que les gens lisent pas, les gens lisent plus. De ce point de vue-là, il faut voilà, être devant une caméra. Voilà, ok. Voilà, je m'arrête là. On va aborder le thème de la République démocratique du Congo. Et pouvez-vous nous parler donc, de ces conflits qui touchent la RDC et nous présenter vite fait les différents belligérants de ce conflit? Oui, mais il y en a énormément. Mais bon, les principaux sont effectivement donc, le Rwanda, l'Ouganda et le Congo en question, avec tout un jeu d'influences et d'intérêts occidentaux. Et occidentaux, c'est tout le monde en fait. C'est les États-Unis, c'est l'Union européenne, ou en tout cas les pays moteurs de l'Union européenne, hein, évidemment pas la Roumanie. Voilà, mais en gros, voilà. Donc, il y a une série d'intérêts stratégiques en jeu qu'il est difficile de développer sérieusement comme ça, enfin voilà, en quelques minutes. Et alors à l'intérieur, il y a différentes partis, à la fois avec des représentations politiques, l'UDPS, le parti de Mbemba, le MLC, etc. Mais je veux dire, en parler comme ça, alors que les gens, il faut pouvoir en parler, je dirais, voilà, de manière sérieuse et pas comme ça en 2 minutes. Moi, je peux présenter, je peux dire des noms, etc., mais ça ne va rien dire aux gens. Donc, ce que j'ai simplement envie de dire, c'est que c'est une situation dramatique qui dure depuis longtemps. Voilà, depuis malheureusement je dirais lorsque Kabila père a chassé Mobutu avec l'aide justement de ceux qui allaient devenir les agresseurs. Et depuis lors, voilà, le Congo est pillé à l'est, je dirais pour le plus grand profit, évidemment de ses voisins autour, ou en tout cas du premier voisin, le Rwanda, mais aussi autour enfin voilà, aussi pour l'Occident d'une manière générale. Il faut quand même pas, ou en tout cas moi j'invite les gens à s'interroger sur le fait que voilà, c'est très important d'intervenir en Afghanistan, c'est très important d'intervenir en Irak, c'est très important de rien faire en Palestine. Et le Congo, on s'en fout. Il y a entre 6 millions et 8 millions de morts depuis 1998. On s'en fout. Et alors on va me dire, il y a une force de l'ONU qui maintient la paix, etc. Là aussi, j'aurais besoin d'1 heure pour expliquer à quel point d'abord c'est une vaste blague. Et puis aujourd'hui,
Depuis l'assassinat de Lumumba, on a compris que l'ONU, c'est une sorte de bras armé des États-Unis, ou en tout cas des plus puissants, ou des 5 membres du Conseil de sécurité, et c'est certainement pas un organisme international qui va garantir une justice ou l'arrêt des combats au profit des populations. Ça, voilà. Depuis l'assassinat de Lumumba, on le sait très bien. Je veux dire, si Lumumba a été assassiné, si le Congo a pris cette trajectoire, c'est aussi grâce à l'ONU. Voilà, donc, et ça, j'invite les gens à s'informer là-dessus. Moi, j'ai envie de profiter de cette occasion pour parler d'un livre très intéressant d'un journaliste d'investigation qui, lui, a vraiment enquêté et travaillé sur cette affaire, sur ce dossier de manière récente. C'est Charles Onana qui a fait un livre, un livre très intéressant aux éditions du Boiris, dont le titre, c'est Europe, Congo... Et je ne sais plus, bon, il faudrait retomber sur le titre, mais j'espère que vous le mettrez en dessous. Mais voilà, Charles Onana est assez connu, c'est un journaliste d'investigation qui n'est interviewé par pratiquement aucun média occidentaux, ou en tout cas francophone, alors que c'est quand même quelqu'un qui fait un boulot, je trouve en tout cas remarquable, et qui mérite au moins débat. On peut ne pas être d'accord, on peut machin, mais le problème c'est qu'il amène des sujets, il amène des documents, du factuel, des trucs irréfutables. Alors c'est un peu compliqué, donc on préfère évidemment pas le faire passer. Moi j'invite vraiment les internautes à se procurer ce bouquin. Tapez Charles Onana, tapez Congo sur les moteurs de recherche. Téléphonez pas à TF1 ou à l'RTBF, ils en ont rien à foutre. Pour vous informer un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est le Congo. Le Congo, c'est un pillage et un drame, je veux dire d'un point de vue humain, qui malheureusement dure depuis plus d'un siècle et dont on parle jamais ou pratiquement jamais. Ce pays, c'est 4 fois la France, ce pays, c'est 80 fois la Belgique. C'est un pays qu'on qualifiait de scandale géologique. Vous avez tous les minerais possibles, tout pousse, et vous avez même du pétrole. C'est le malheur des Congolais, avec une responsabilité propre d'avoir toujours d'une manière ou d'une autre, en tout cas pas défendu des vrais nationalistes comme Lumumba et comme d'autres, suffisamment. C'est-à-dire que quand effectivement on est assis sur un tas d'or pareil, sur un scandale géologique comme ça, la première des lucidités, c'est de se défendre. Je veux dire, on n'est pas à Walt Disney, on n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà, la première des lucidités, c'est celle-là. Maintenant, moi je suis bien placé, je sais très bien à quel point, depuis des décennies, depuis un siècle, le Congo a vécu des choses que d'autres pays n'ont pas vécues avec autant d'intensité. L'esclavage, la dictature, la colonisation. Voilà. C'est vraiment pas simple de se sortir de tout ça. C'est vraiment pas simple d'organiser une résistance plus ou moins sérieuse. Quand vous avez, moi je dirais oui, effectivement, une bonne partie du monde contre vous. Et c'est pas du complotisme. C'est que tout le monde veut profiter de ses richesses, à commencer par la Chine, à commencer par les États-Unis, et à commencer par je veux dire, la plupart des GSM d'aujourd'hui, il y a quand même eu des reportages là-dessus dans les médias traditionnels, sont faits à partir de coltan, dont une des grosses réserves mondiales, c'est au Congo. Donc le GSM que vous avez, je veux dire, c'est aussi, c'est des gosses de 4 ans qui creusent dans des carrières. On va dire 8 ans, voilà. Mais voilà, donc... moi j'ai envie de vous dire que le Congo, c'est, en tout cas pour moi, la manière dont j'ai envie d'en parler, c'est un sujet à part entière, c'est un sujet qu'il faut chapitrer, c'est un sujet qui fait l'objet de nombreuses désinformations. Les dernières élections, je veux dire, je suis désolé, vous avez le dictateur actuel, donc Joseph Kabila, qui commande des bulletins où son nom est en Afrique du Sud, dont des faux bulletins où il y a déjà une croix sur son nom, avec une population qui est quand même en grande partie illettrée, etc. Bon, il commande ça à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires. Et ici, on vous dit, ça s'est plus ou moins passé, vous savez, c'est des Africains, hein, donc c'est normal, il y a quelques petites, quelques petites arnaques, quelques petits entourloups, mais globalement, c'est satisfaisant. Non, c'est des élections truquées. Il n'y a pas de démocratie au Congo depuis un bail. Il y a une
une possibilité de démocratie en 1960-61. Et depuis lors, c'est voilà, une indépendance de façade, une dictature, en fait, sous domination coloniale. Parce que la colonisation, c'est pas fini, hein. Je veux dire, elle a juste pris d'autres formes. On parle de néocolonialisme, etc. Oui, d'accord. Bon, moi, je trouve que les termes signifient quelque chose. Et donc, en l'occurrence, il s'agit plutôt maintenant d'une colonisation essentiellement basée sur la prédation économique et financière. C'est tout. Je veux dire, et donc, voilà, il faut avoir le temps d'en parler et de chapitrer les choses de manière sérieuse, parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Et c'est pour ça que moi, je renvoie aussi au livre de Charles Nana, dans le sens où voilà, c'est un travail voilà, qui est sérieux, qui est de longue haleine, qui est du vrai journalisme d'investigation, tel qu'il n'existe pas sur Internet, c'est-à-dire encore dans les livres. Voilà, et donc je pense que si on veut un tout petit peu approcher la réalité du Congo, il faut commencer par ce livre-là, et puis évidemment d'autres. Mais celui-là, il vient de sortir, il est assez neuf, il date d'un an, de 2012, et pointe toutes les responsabilités comme les enjeux. Parce que malheureusement, d'un point de vue occidental, il y a l'ethnocentrisme qui joue, donc c'est-à-dire, voilà, la colonisation c'est fini. En fait, voilà, ces Africains ne savent pas se débrouiller, ils savent que se faire la guerre entre eux pour se piller, etc. Bon, il y a une partie réelle, évidemment, d'antagonisme et ethnique et simplement surtout financier et économique. Mais évidemment, on met de côté le fait que, voilà, on est dans une mondialisation. Pour certaines choses, c'est évident, mais pour le Congo, évidemment, ça n'existe pas. Non, si, ça existe. Évidemment que ça existe. Et c'est d'ailleurs un des premiers problèmes et un des premiers malheurs du Congo. Je veux dire, c'est déjà en fonction de la situation géopolitique et stratégique des années 60, c'est-à-dire la guerre froide, les deux blocs, que Lumumba a été assassiné. Lumumba, qui n'était même pas un communiste ou voilà, un gars qui était tout de suite prêt à se mettre à la solde de l'URSS, s'est fait assassiner pour cette raison. Voilà, avec la complicité de la Belgique, de la France, de l'Angleterre dernièrement, et des États-Unis bien sûr. Voilà. Donc, et le problème c'est que moi dans le pays dans lequel j'habite, je veux dire, on a fait une commission parlementaire qui a mené à rien, plus ou moins, ou en tout cas rien de concret, rien de sérieux. Et on fait ça pour se dédouaner, et puis on continue à soutenir des gens comme Joseph Kabila. Je veux dire, voilà, l'ensemble de la sphère politique belge ne peut pas être fier de sa collaboration et de son soutien à un dictateur voilà, un peu plus malin et plus efficace que Mobutu. Ici, en Europe, on n'est pas sorti de cet ethnocentrisme de prisme, ou en tout cas à vision raciale. Donc, c'est-à-dire, quelque part, bon, voilà, ces Noirs sont des grands enfants, il faut les éduquer, voilà, ils ne s'en sortiront jamais tout seuls. Non. Quand des nationalistes ont essayé de s'en sortir tout seuls, on les a assassinés. Et l'Occident a une part de responsabilité là-dedans, qu'elle reconnaît plus ou moins selon les stratégies et les calendriers politiques du moment. Monsieur Mukuna, on vous remercie énormément pour cet entretien que vous nous avez accordé et on vous dit à très bientôt. C'est moi qui vous remercie parce que c'est pas tous les jours que, comme peut-être vous le savez, c'est pas tous les jours que je peux m'exprimer voilà, face caméra. Et donc c'est moi qui vous remercie.